effectivement insister sur le fait que nous, magistrats, notre vocation et notre mission, c'est d'appliquer la loi. Nous n'avons pas vocation à rejeter ou à remettre en cause le bien fondé de lois adoptées par le législatif. Mais, puisque nous sommes aussi des humains dotés d'intelligence, nous devons veiller à appliquer cette loi de façon intelligente, de manière à satisfaire les besoins de justice. Et satisfaire les besoins de justice, c'est à la fois juger les gens dans des conditions qui puissent leur garantir un procès juste et équitable, mais c'est aussi protéger toutes les personnes qui seraient éventuellement victimes de viol. C'est justement pour réunir les conditions d'une application satisfaisante de la loi que nous avons jugé nécessaire de réunir tous les praticiens impliqués dans le traitement de telles affaires, notamment les enquêteurs, les OPJ, dont un d'entre eux d'ailleurs a fait une belle communication aujourd'hui sur les moyens de la police scientifique en matière d'établissement de preuves. Nous avons également convié à cette rencontre les procureurs, les juges d'instruction. Et je pense que les débats ont montré qu'effectivement il était important de réunir tous ces acteurs-là pour s'approprier le contenu de cette loi et pour anticiper sur les difficultés éventuelles au niveau de sa mise en œuvre. Voilà, à la lecture de ces discussions, de ces échanges, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette applicabilité de cette loi? Ce qu'on peut retenir, c'est que même si, comme je l'ai dit, le principe de retenir ou de prévoir des sanctions exemplaires est un principe qui peut se justifier au regard de la gravité des actes. Il est important aussi de prendre certaines dispositions pour qu'au niveau des enquêtes d'abord, en fait au niveau des juges d'instruction et des procureurs, que l'enquête se fasse dans la célérité et avec précision. Puisque la particularité du crime de viol, puisque c'est un crime maintenant, c'est que souvent il y a des questions de preuves, des problèmes de preuves et des problèmes d'imputabilité. Alors, nous avons insisté sur le fait que la police scientifique doit être dotée de moyens suffisants, puisque aujourd'hui il y a un seul cabinet d'expertise privée qui est capable de faire des analyses de tests d'ADN. Un seul cabinet, et il est privé. Il faut que la personne paye. Donc ça aussi, ça ne participe pas d'une bonne administration de la justice, puisque selon que la personne poursuivie est pourvue de moyens ou non, son dossier risque d'être plus ou moins lent ou plus ou moins long à traiter. Donc c'est important que la police scientifique, qui représente la justice étatique, puisse avoir tous les moyens nécessaires pour permettre à toutes les personnes poursuivies, aux victimes, de bénéficier d'un procès juste et équitable, pour aussi permettre aux juges de recueillir ou d'avoir des dossiers consistants leur permettant de juger en toute connaissance de cause. Le problème de la preuve a été aussi posé par certains de vos collègues, surtout quand la victime vous dit qu'elle était consentante. Alors dans ce cas, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oui, ça c'est l'une des particularités, disons l'une des omissions qu'on a relevées, pas dans cette loi d'ailleurs, parce que c'est de manière générale. Lorsqu'une victime mineure, âgée de 14, 15 ou 16 ans, dit qu'elle a consenti au rapport sexuel, quel est le sort qu'on va réserver à cette affaire-là? La loi ne dit rien. Si c'est en France, on vous dira que dès l'âge de 16 ans, la victime peut consentir en rapport sexuel. Au Sénégal, il n'en est rien, il n'y a aucune précision. Et le risque aujourd'hui, c'est de voir des décisions rendues de manière divergente selon que vous êtes à Dakar, à Thiès ou Saint-Louis. Nous avons jugé opportun aussi de faire des recommandations dans ce sens pour qu'il y ait une précision de la loi et pour qu'on puisse parvenir à une application uniforme de la loi sur toute l'échelle du territoire national. En attendant, est-ce qu'il y a une harmonisation? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions sont forcément divergentes. Un juge de Dakar peut considérer qu'une personne mineure de 15 ans ne peut pas consentir, là où un autre va dire le contraire. En l'absence d'une loi qui le précise, c'est forcément l'avis du juge qui va prévaloir. Et cet avis-là peut être différent d'une personne à l'autre. D'où l'importance, aussi la nécessité de prévoir ça dans la loi pour qu'on puisse arriver à une application uniforme de la loi. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'à travers, au sortir de cette journée de réflexion, vous avez trouvé un point de convergence à travers lequel vous pouvez vous dire c'est ça? Non, vous savez, ici, d'abord, il n'y a pas tous les magistrats du Sénégal ici. Il n'y a qu'une poignée de magistrats et c'est une illusion de penser qu'on peut arriver à une convergence de vues sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas possible.
forcément, il y aura des divergences de vues d'une personne à l'autre, d'une juridiction à l'autre. Je crois que la solution, vraiment, c'est qu'il y ait une précision de la loi elle-même qui puisse nous permettre de dire à partir de tel âge, la personne peut consentir à un rapport sexuel et que son consentement exclut la possibilité de retenir le crime de viol. Donc on peut s'attendre qu'à la sortie de cette réflexion, une demande soit faite à l'autorité pour que... Oui, c'est l'un des objets de ce séminaire, c'est d'aboutir à un rapport. C'est le rapport du séminaire qui va recenser toutes les recommandations dans ce sens-là. Je vous ai parlé de la recommandation concernant les moyens alloués à la police scientifique. Il y a une autre recommandation par rapport à cet aspect-là de la minorité et d'autres recommandations qui seront adressées aux autorités acquis de droit pour que les mesures législatives nécessaires soient prises. Comment est-ce que, de manière générale, les magistrats conçoivent-ils la loi sur la criminalisation du viol? Est-ce que c'est nécessaire de criminaliser le viol? Comment est-ce que vous l'appréhendez en tant que magistrat? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous considérons que le principe de prévoir des peines exemplaires, c'est un souci légitime. Nous tous, nous savons qu'il n'y a rien de plus grave que le viol. Le viol produit des conséquences néfastes, des traumatismes de toutes sortes sur la victime. Donc c'est important. Quelle que soit la peine, j'estime que la peine n'est jamais suffisamment grave pour un viol. Maintenant, il faudrait que dans la mise en œuvre, qu'on s'assure que l'administration de la justice ne va pas porter préjudice à d'autres personnes. Puisque les victimes ont un droit, les personnes poursuivies aussi ont un droit. On n'a pas le droit de retenir en détention des personnes pendant 3 ans, 4 ans et après venir leur dire que non, vous n'avez rien fait. Ça aussi, il faut s'assurer que cette loi-là ne va pas aboutir à ça. C'est justement pourquoi nous avons dit ici aujourd'hui, il faudrait que les juges aussi fassent preuve de responsabilité dans le traitement de ces affaires, qu'ils ne soient pas prompts à mettre les gens en détention juste parce qu'ils sont poursuivis pour des peines graves. C'est important. Des réparations de justice, c'est possible au Sénégal? Des réparations de justice? C'est-à-dire retenir des gens pour des cas de crime supposés, en réalité, il n'en est rien. Ouais. Alors, quel recours, quelles conséquences? Oui, bien sûr, lorsqu'une personne est détenue à tort et qu'au bout du compte, elle bénéficie d'une décision d'acquittement, il est possible qu'elle obtienne réparation. En théorie, ça existe. Maintenant, dans la pratique, peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais en théorie, ça existe.